Depuis La Nuit des Morts Vivants en 1968, la figure du zombie revue et corrigée par George Romero n'a eu de cesse d'envahir les écrans. Que ce soit en Espagne avec le Massacre des Morts Vivants ou sous une autre forme via la saga des Templiers, au Canada avec Frisson ou aux États-Unis avec Messiah of Evil, l'invasion est en marche et celle-ci va prendre une soudaine accélération en 1978, toujours grâce à Romero avec son bien nommé Zombie. Deuxième volet de sa saga des morts vivants, ce classique absolu marque les spectateurs au fer rouge, et les FX de Tom Savini se chargent de paver la voie à tout le cinéma gore des années 80. Les zombies sont désormais partout, et apparaissent même dans des films dont ils ne sont absolument pas le sujet. Inévitablement, des films un peu plus légers pointent aussi le bout de leur nez, et si Le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon est sûrement l'un des plus connus, il cache de nombreux autres films qui n'ont certes pas le niveau d'un Romero, mais ont parfaitement assimilé ses codes. Parmi eux, Night of the Creeps ou Extrasensu en VF, une petite perle de série B, bien loin de se contenter d'une simple histoire de zombie. En 1986, Fred Dekker a seulement 27 ans lorsqu'il réalise Extrasensu. Ancien étudiant à la prestigieuse Université de Californie à Los Angeles et camarade de classe de Shane Black, Fred Dekker écrit le scénario de Extrasensu en seulement 2 semaines. Le film raconte l'histoire d'une invasion zombie dans une petite ville américaine causée par un organisme extraterrestre. En gros, des sangsues aliens parasitent les gens pour les transformer en morts vivants, et une fois que ceci éclate, ils libèrent encore plus de sangsues qui vont de nouveau parasiter d'autres gens et recommencer le même cycle. 3 adolescents et un inspecteur de police vont tenter d'affronter la menace. Alors comme souvent avec les premiers films d'horreur, celui-ci contient beaucoup de choses. Dans Extrasensu, Fred Dekker choisit de mélanger une bonne partie de ce qu'il aime dans les films de série B. On trouve donc à la fois des zombies, de la SF, un inspecteur de police très cliché, des éléments de teen movie, des créatures monstrueuses, un serial killer et des meufs légèrement vêtues sorties tout droit d'un slasher. Le début du film est particulièrement représentatif de ce foisonnement. En à peine quelques minutes, on passe d'une scène à la Star Wars avec un vaisseau spatial et des aliens qui se tirent dessus, à une autre sortie tout droit d'un film des années 50 avec l'image qui passe en noir et blanc pour l'occasion. Un meurtre plus tard, on bascule dans le teen movie horrifique, façon Le Blob, film qui sortira pourtant 2 ans après, mais rien d'étonnant puisque les histoires de trucs bizarres qui atterrissent aux États-Unis, c'est clairement pas ce qui manque dans les années 80. Dans la catégorie Fred Dekker charge la barque au maximum et se fait plaisir niveau citation, il y a ce travelling compensé qui renvoie directement à celui des Dents de la Mer, l'un de ses films préférés, un extrait du nanar culte Plan 9 from Outer Space, ainsi qu'un autre clin d'œil à Ed Wood via le costume de ce personnage au début du film, qui renvoie à celui dans Glenn or Glenda et qui se déroule là aussi dans les années 50. Le générique du début avec les lettres bleues façon Shining, la typo du mot Creeps dans le titre original Night of the Creeps, similaire à celle du Creepshow de George Romero. On a aussi la présence de l'acteur Tom Atkins, dont la fameuse moustache a traversé pas mal de classiques du bis des années 80, comme Halloween 3, The Fog et New York 1997 de John Carpenter, Deux yeux maléfiques et Creepshow de George Romero, ou encore Maniac Cop de William Lustig. Tom Atkins interprète ici le personnage de l'inspecteur Cameron, et n'importe quel spectateur, même pas très attentif, aura vite remarqué que dans Extrasensu, tout le monde porte des noms de réalisateurs célèbres. Le héros se prénomme Chris Romero, son pote c'est James Carpenter Hooper, combo de d'un coup, la jeune fille se prénomme Cynthia Cronenberg, mais ça ne s'arrête pas là, puisque parmi les flics, on a le détective Landis, le sergent Rémy, les officiers Craven, Bava, Wallace, De Palma, Tig et Dante. On a aussi un certain monsieur Cunningham ainsi qu'un monsieur Miner, un chat prénommé Gordon, et tout ce petit monde gravite autour de l'université Corman. À titre perso, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il manquait Argento et Fulci, mais bon, on peut pas tout avoir. Quant aux inévitables caméos, il y a là aussi de quoi faire, puisqu'on retrouve Dick Miller, célèbre acteur de série B dans les productions Corman, qui a ensuite fait pas mal d'apparitions chez Joe Dante, et qui interprète ici un armurier, soit presque le même rôle que dans Terminator de James Cameron. Et pour vous dire à quel point Extrasensu c'est vraiment un film de nerd, je crois que mon détail préféré c'est le fait que le personnage de Dick Miller se prénomme Walter Paisley, soit le nom qu'il portait dans un vieux film de Roger Corman, ainsi que dans plusieurs autres de Joe Dante ou chez Jim Wynorski. Donc le genre de micro-détail absolument invisible pour le grand public, mais que les fans de bis adorent débusquer. On a aussi Shane Black dans le rôle d'un flic, et une partie de l'équipe des FX avec Robert Kurtzman et Howard Berger, donc le K et le B de KNB, future très grande boîte dédiée aux effets spéciaux de maquillage, qui interprète ici des zombies assez reconnaissables.
Par contre, au niveau des éléments que Fred Dekker n'a pas réussi à mettre dans son film déjà bien chargé, il y a les Universal Monsters, mais ça n'est que partie remise puisqu'ils seront le sujet de son film suivant, The Monster Squad, un autre teen movie horrifique avec une petite ville américaine de nouveau attaquée par des monstres. Alors on peut se demander comment Fred Dekker aurait inclus les Universal Monsters dans son scénario, mais comme on voit des sangsues rentrer dans un cimetière, on peut imaginer que celles-ci auraient pu ramener un vampire à la vie, et qu'elles auraient aussi pu aller faire un tour dans le musée du coin pour ressusciter une momie, mais ça n'est qu'une supposition de ma part. Malgré leur absence dans Extra Sensu, Fred Dekker glisse quand même un petit clin d'œil à ces monstres, puisqu'on peut lire un tag ici, qui tease leur arrivée dans son prochain film. Bref, on est face à une œuvre extrêmement généreuse qui passe d'un genre à un autre en l'espace de quelques minutes, et qui déborde littéralement de clins d'œil et de références. Lorsqu'une projection test est organisée par le studio, celle-ci récolte des avis défavorables. Les spectateurs trouvent le film trop chargé, ils ont du mal à comprendre dans quel genre il s'inscrit, et n'apprécient pas du tout sa fin dans laquelle les personnages se font attaquer par une sangsue à la toute dernière seconde. Fred Dekker va donc modifier cette fin en terminant cette fois-ci sur un plan spectaculaire mais moins déprimant, et tourner une scène d'action supplémentaire avec l'attaque des zombies dans la cabane du jardin. Mais malgré ces modifications, le public n'est pas ultra présent en salle. A noter que sur l'une des affiches du film, on voyait une main décharnée qui tentait de rentrer dans une maison et qui ressemblait un peu trop à l'affiche du film House sorti 6 mois plus tôt, ce qui a pu induire en erreur certains spectateurs. L'ironie dans l'histoire, c'est que la personne qui a eu l'idée originale de House, c'est pas son réalisateur Steve Miner, c'est encore une fois Fred Dekker, qui en plus a été écarté du projet. Mais pas rancunier pour autant, il placera quand même le nom de Steve Miner dans Extra Sensu, aux côtés de tous les autres que j'ai cités tout à l'heure. Les ennuis ne font pourtant que commencer, car là où son pote Shane Black voit sa carrière décoller en tant que scénariste de L'Arme Fatale et script doctor sur Predator, dans lequel il a aussi un petit rôle, celle de Fred Dekker a du mal à démarrer et son deuxième film The Monster Squad ne déplace pas non plus les foules. Celui-ci a surtout eu le malheur de sortir quelques semaines après Génération Perdue, qui proposait une histoire similaire. La présence de Shane Black au scénario ne change rien à l'affaire, et l'échec du film pousse Fred Dekker à se tourner vers la télévision, alors qu'il n'a même pas encore 30 ans. Après quelques scénarios pour la série Les Contes de la Crypte, Fred Dekker tourne en 1991 Robocop 3, et choisit de baisser le niveau de violence des films précédents pour permettre au jeune public d'aller enfin voir une aventure de Robocop au cinéma. Sauf qu'encore une fois, la chance n'est pas avec lui, puisque Orion, la boîte qui produit le film, connaît de gros problèmes financiers et repousse la sortie de Robocop 3 jusqu'en 1993. Et non seulement le résultat n'est pas à la hauteur de l'attente, mais il fait aussi pâle figure en comparaison des films précédents. Si le calcul de baisser le niveau de violence du film pour permettre aux ados de le voir n'est pas idiot sur le papier, à l'écran, ça n'a plus aucun sens, étant donné que ce qui faisait la force de Robocop, c'était justement son côté hardcore, satirique et transgressif. Or là, c'est tout le contraire. Suite à ce nouvel échec, la carrière de Fred Dekker va être stoppée net, là où son pote Shane Black enchaîne les films et les scénarios pour des grands noms d'Hollywood. Après des années de silence, on entendra de nouveau parler de Fred Dekker en tant que co-scénariste sur The Predator, énième suite sortie en 2018 et réalisée par Shane Black, qui, bien qu'ayant été au cœur du premier film, n'a visiblement pas retenu grand chose, et comme Dekker avec Robocop 3, foire lui aussi son film dans les grandes largeurs. Ah, et autre rendez-vous manqué, Shadow Company, un script que Fred Dekker et Shane Black écrivent en 1988, et qui raconte l'invasion d'une petite ville américaine comme d'habitude, mais cette fois-ci par des soldats zombies revenus du Vietnam. Hélas, malgré les noms de John Carpenter à la réalisation, Walter Hill à la prod et Kurt Russell dans le rôle principal, le projet n'a jamais abouti, mais sachez que, pour les curieux, le script est disponible sur internet. Malgré ce parcours atypique et finalement un peu triste, Fred Dekker reste dans les mémoires pour 2 films. The Monster Squad, mais surtout Extra Sensu, qui, comme je le disais en introduction, est bien loin de se limiter à une simple histoire zombie. Et si on met de côté les clichés typiques du cinéma des années 80 comme l'inspecteur bourru qui balance des punchlines à tout va, le sidekick qui ne ferme jamais sa gueule ou le love interest qui finira par tomber dans les bras du héros, on a quelques variations assez peu communes pour ce type de production. Premièrement, le sort réservé à l'inspecteur n'est pas celui qu'on imagine, et selon la fin que l'on regarde, on a même droit à un plan gore assez cruel. Deuxièmement, le sidekick rigolo est un personnage handicapé, ce qui était déjà relativement rare en soi, mais qui va subitement se doter d'une profondeur insoupçonnée lors d'un long monologue, totalement inhabituel pour ce type de personnage. Troisièmement, Cynthia Cronenberg démarre le film comme un simple love interest qu'il va falloir protéger, pour finalement devenir une véritable guerrière qui crame des morts-vivants au lance-flammes, soit exactement ce que fait Ellen Ripley dans Alien le Retour, qui sort au cinéma 1 mois avant Extra Sensu. Là encore, pas de bol.
Au-delà du côté un peu fourre-tout, avec différents genres qui se chevauchent au sein d'une même histoire et des clins d'œil dans tous les sens, il y a surtout une volonté évidente d'en donner au maximum pour son argent au spectateur, malgré des moyens limités. La tête mécanique de l'extraterrestre ne permet pas d'avoir des expressions faciales complexes, bah tant pis, on va le faire courir dans un couloir mal éclairé et on ne le reverra plus jamais ensuite. Le nid des sangsues ne fonctionne pas, et bah c'est pas grave, on a qu'à le faire à l'ancienne en stop motion et le tour est joué. Il n'y a pas assez d'argent pour les figurants zombies, aucun problème, c'est les maquilleurs qui se moulent eux-mêmes pour interpréter les morts vivants. Il manque un peu de gore au film, bah ok, on va tourner une scène avec une tondeuse à gazon et simuler le sang avec une petite animation. D'ailleurs, ce mini-massacre à la tondeuse annonce avec quelques années d'avance celui de Frankenhooker et celui gigantesque de Brad Ned. Et il y aurait même un autre parallèle à faire entre Peter Jackson et Fred Dekker, puisque c'est quand la carrière de l'un commence à décoller avec le Grand Prix au Festival d'Avoriaz pour Brad Ned, que celle de l'autre s'écroule avec la sortie tardive de Robocop 3. Parmi les autres films que Extrasensu anticipe, on peut citer Pleasantville, qui là aussi se déroule dans des années 50 fantasmées, et alterne entre du noir et blanc et des scènes en couleur, quand ça n'est pas les deux à la fois. Mais le plus gros héritage du film de Fred Dekker est certainement son quasi-remake, Slider ou Horribilis en français, réalisé en 2006 par James Gunn. 20 ans après le film original, on a de nouveau un truc dégueulasse qui tombe du ciel, et des sangsues qui vont progressivement transformer les gens en monstres. Comme Fred Dekker en son temps, James Gunn glisse lui aussi une tonne de clins d'œil aux séries B qu'il apprécie. On a donc droit aux Griffes de la Nuit, à un remake de la scène finale de Society, ainsi qu'à des noms assez parlants pour les fans de bis, avec le bar N.N. Lauter, le maire Macready, ou encore l'école Earl Bassett du nom du personnage dans Tremors. James Gunn va même jusqu'à reprendre la fin abandonnée par Fred Dekker en remplaçant le chien par un chat. Et comme avec Extrasensu en son temps, le film n'a pas du tout marché au box-office, ce qui n'a pas empêché la carrière de James Gunn d'avoir une trajectoire inverse de celle de Fred Dekker. Pourtant, si on compare les deux films, celui qui se bonifie avec les années, c'est pas forcément le plus récent. Alors oui, il y a des choses réussies dans Horribilis, mais par rapport à Extrasensu, tout ça manque quand même un peu de folie. Un comble quand on sait que James Gunn a démarré sa carrière dans l'écurie Trauma de Lloyd Kaufman, qui fait au passage un petit caméo. Ici, on a James Gunn qui cite littéralement la scène finale de Society, scène qui contenait quand même pas mal de moments graveleux, et qui en fait rien. Et même au niveau des effets spéciaux, la balance penche là aussi du côté de Fred Dekker, le latex vieillissant bien mieux que certains CGI des années 2000. En France, Extrasensu n'est pas extrêmement connu du grand public, en tout cas il l'est beaucoup moins que les autres films d'horreur sortis en 1986. Le fait que le titre ait aussi changé pour la sortie en VHS a peut-être joué, ainsi que le cadre dans lequel le film se déroule. Les histoires qui se passent dans les universités américaines avec les fraternités, les sororités, les maisons bêta, gamma, kappa, delta, tout ça là, ça n'a jamais vraiment parlé au public français. Ceci dit, la VF est loin d'être mauvaise, on reconnaît d'ailleurs plusieurs voix typiques du doublage des années 80, et l'adaptation se permet même quelques fantaisies pour gommer les références trop américaines. Detective Cameron? No. Bullwinkle Moose. Non. Pierrot le Fou. Ouais, et là je pense que même Fred Dekker, il n'est pas au courant qu'il y a désormais une référence à Godard dans son film. Et, comme dit précédemment, Extrasensu s'inscrit aussi dans la vague de teen movie et de teen movie horrifiques qui cartonnaient dans les salles américaines à l'époque, mais qui avaient un peu plus de mal à trouver son public dans l'Hexagone. Sur internet, il m'est arrivé quelquefois de lire des aberrations, comme le fait que le film serait un nanar, ou encore qu'il ne fait que se vautrer dans de la citation stérile. Bon, déjà pour le nanar, c'est non, c'est un non absolument définitif, hein. Voilà, ça c'est un nanar, ça non. Et pour ce qui est de la citation stérile, ça peut se comprendre, mais pour moi, il y a quand même une énorme différence entre Extrasensu et n'importe quel film actuel qui multiplie les coups de coude complices aux spectateurs en surfant sur une nostalgie commune. Parce que contrairement à Kung Fury ou un épisode de Stranger Things, qui eux sont plus arrangés dans ce que j'appelle le 80s porn, soit une version fantasmée et inexacte de ce qu'était réellement cette période, Extrasensu date littéralement des années 80. On n'est pas sur un truc qui utilise la nostalgie et les clins d'œil pour être cool, on est sur un film qui fait ça avant tout pour rendre hommage à des artistes contemporains. En gros, Fred Dekker, il n'a pas attendu 20 ou 30 ans pour mettre en lumière certains réalisateurs. Lui, en 1986, il les connaissait déjà, et il avait parfaitement compris leur importance. Alors après attention, ça veut pas dire du tout que les films en mode 80s porn c'est pas bien, hein. Non, à titre perso, je suis fan hardcore de la chaîne Ness Brothers, ça veut juste dire que dans le cas présent, ça n'est pas tout à fait la même chose. A la rigueur, la seule nostalgie que l'on peut voir dans Extrasensu, c'est celle pour les années 50, via le personnage de Tom Atkins.
Mais après, rien d'étonnant, car premièrement, les gens ont toujours une petite nostalgie pour ce qui date il y a 30 ans en arrière, bon, à quelques exceptions compréhensibles près, hein. Et deuxièmement, un film fantastique sorti 1 an auparavant jouait déjà cette carte avec un certain succès. Bref, Extra Sensu est pour moi la série B américaine années 80 ultime, celle qui brasse absolument tout ce qui fonctionnait à l'époque avec une générosité peu commune, un hommage sincère au cinéma d'horreur et au teen movie, et qui a le bon goût de ne pas tomber dans la parodie. On n'est pas juste face à un énième film de zombies, mais devant un marqueur temporel qui sont bons le latex, le fun et le gore, qui n'a aucune autre prétention que de divertir et qui, en même temps, via ses multiples clins d'œil et ses citations permanentes, annonce ce que deviendra le cinéma horrifique 10 ans plus tard. Un genre qui prend conscience de son histoire, de son importance, de ses codes, et commence à se regarder le nombril. Ah et d'ailleurs, en parlant de faire des clins d'œil cinéphiles en citant des noms de réalisateurs, bon, on a le droit de trouver ça un peu facile, voire même un peu con, mais c'est oublier un peu vite que John Carpenter lui-même jouait déjà à ce petit jeu dès 1981. Tombé dans l'oubli de manière incompréhensible, puis réhabilité par des fans dévoués, Extra Sensu est de nouveau visible en Blu-ray avec évidemment Fred Eckhard dans les bonus. Au final, sa plus grande réussite, c'est d'avoir réalisé un film qui soit devenu avec le temps une référence en matière de série B, alors que la base même du projet consistait en une révérence à toutes celles qui ont précédé.